Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 20 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et en France donc, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'interdiction préfectorale d'une manifestation qui s'est déroulée dans la capitale. Cette interdiction avait été donnée par le ministre de l'Intérieur pour éviter les troubles à l'ordre public. Et le ministre français de l'Intérieur, toujours Gérald Darmanin, a exprimé sa préoccupation quant à la naïveté des institutions européennes face au djihadisme d'atmosphère qui permet la radicalisation et les actes terroristes. Selon lui, il subsiste une certaine naïveté à ce sujet dans certaines institutions et pays de l'Union européenne. Et le bilan des victimes françaises du Hamas continue de s'alourdir. Les attaques du samedi 7 octobre ont causé la mort de 1400 personnes, dont au moins 28 Français. Les autorités françaises ont également signalé que 7 de nos compatriotes sont toujours portés disparus, certains étant retenus en otage par le Hamas. Et l'utilisation récurrente du 49.3 révèle les défis auxquels la démocratie française est confrontée. Les opposants au parti d'Emmanuel Macron dénoncent un déni de démocratie. Depuis le début du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, nous en sommes à 13 déclenchements du 49.3. Et un individu lié au terroriste qui a commis un attentat à Bruxelles a été arrêté à Nantes. Il est soupçonné d'avoir reçu une vidéo liée à l'attentat de Bruxelles juste avant que celui-ci ne se produise et où 2 Suédois ont perdu la vie. Daesh a revendiqué la fusillade à Bruxelles, affirmant que l'attaque visait spécifiquement la Suède. Et des soupçons d'emploi fictif au sein du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, dirigé par Laurent Wauquiez. Plusieurs employés, dont la fonction et les informations connexes ne sont pas claires, sont rémunérés à hauteur de plus de 4 000 € par mois. Et les Alpes-Maritimes étaient en vigilance rouge pluie-inondation de 4h à 10h ce matin. 243 personnes ont été évacuées de manière préventive en raison de la tempête Aline. Toutefois, aucune blessure ni disparition n'ont été signalées. En outre, environ 3300 foyers sont privés d'électricité et des éboulements ont été signalés sur des axes routiers. Et des viticulteurs désespérés par les conséquences de la sécheresse et l'effondrement du marché du vin ont mené une opération coup de poing à la frontière franco-espagnole. Leur objectif était de bloquer les camions transportant du vin espagnol et de détruire leur cargaison. 2 poids lourds ont été vandalisés. Et on continue avec Anthony qui va nous parler des questions liées à la sécurité nationale. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. À un moment où le conflit entre Israël et le Hamas suscite de vives inquiétudes en matière de sécurité, en France, la lutte contre le terrorisme prend place. Et le paysage politique connaît un débat intense d'opinions divergentes sur la gestion de l'immigration et la sécurité nationale. Nous avons tout d'abord les Républicains, qui souhaitent renforcer la loi pour éliminer les exceptions à l'expulsion, affirmant que ces exceptions sapent les règles et mettent en danger la vie des citoyens français. Vient ensuite Marine Le Pen, qui appelle à l'expulsion de toute personne étrangère associée de quelque manière que ce soit au fondamentalisme islamiste, les qualifiant même d'ennemis de la France. Et enfin, Franck Riester, le ministre chargé des relations avec le Parlement, lui signale que les négociations sur la loi ne seront pas une situation de tout ou rien et que des concessions devront être faites des 2 côtés. Parallèlement, jeudi, les ministres européens de l'Intérieur et de la Justice se sont réunis à Luxembourg pour discuter des mesures à prendre à la suite des attentats meurtriers perpétrés à Bruxelles et en France. Voici les images. Après que les attentats islamistes ont mis en évidence les difficultés persistantes, jeudi 19 octobre, les ministres de l'Union européenne ont déclaré que les États membres devaient mieux contrôler les migrants et les demandeurs d'asile et expulser plus rapidement ceux qui sont considérés comme présentant un risque pour la sécurité. Nous ne pouvons pas nous contenter de faire comme si rien ne s'était passé. Il s'agit d'une dynamique. Malheureusement, des victimes sont mortes dans nos rues à Bruxelles. Il faut que nous continuions à avancer sur notamment la maîtrise de nos frontières. Cette année déjà, nous avons constaté une augmentation de 20% du nombre de personnes renvoyées.
Nous renvoyons donc effectivement plus de personnes aujourd'hui, mais il reste encore beaucoup à faire. En ce qui me concerne, il est important que les personnes qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de nos citoyens et de notre Union soient renvoyées de force, immédiatement. Le nombre de migrants clandestins qui atteignent les côtes européennes semble toutefois contrebalancer cette augmentation des expulsions. Les premiers chiffres publiés en septembre indiquent que les demandes d'asile en Italie ont augmenté de 71% cette année. Plus de 90 000 migrants sont arrivés en Italie, soit 2 fois plus que l'année dernière. En France, le nombre de demandes d'asile a augmenté de 14% en 8 mois, après avoir atteint un niveau record en 2022. Les partisans d'une révision imminente des politiques migratoires de l'Union européenne, qui devrait être finalisée cette année, affirment qu'elle permettra d'améliorer la situation, notamment en facilitant le rapatriement des étrangers ayant un casier judiciaire. Après ces échanges entre ministres, la donne semble claire. La sécurisation des frontières est devenue un enjeu majeur pour l'Europe. Et certains pensent que la révision des politiques migratoires de l'Union européenne, prévue pour cette année, pourrait améliorer les choses. Notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, met l'accent sur le contrôle accru des individus, en se basant sur le pacte migratoire récemment négocié. Ce pacte devrait renforcer la gestion des flux migratoires et permettre un filtrage plus strict. Même son de cloche en Belgique, où la ministre de l'Intérieur, Anneli Verlinden, exprime une volonté ferme d'éviter tout nouveau drame, tout en respectant la vie privée. Au cœur des préoccupations, il y a l'exemple du tireur tunisien entré illégalement en Europe et ayant déjà un passé chargé. En tout cas, une chose est de plus en plus évidente, c'est que l'Europe veut éviter de revivre un tel cauchemar. Et ça, c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony, on passe directement à l'international avec ce que l'on sait et surtout ce que l'on ne sait pas au sujet de l'explosion sur l'hôpital de Gaza dont nous avons parlé hier et qui a soulevé une vague d'indignation dans le monde. Nous avons fait état de plusieurs centaines de morts en relayant les données officielles du gouvernement palestinien qui est contrôlé par le Hamas. Or, il se trouve que ces données sont fortement remises en cause. Des analyses en source ouverte évoquent la possibilité d'un tir raté côté palestinien, sachant que les plus grosses roquettes utilisées ont une charge de 50 kg d'explosifs. Les premiers éléments recueillis par la communauté du renseignement américain suggéraient que l'attaque de l'hôpital provenait d'une roquette lancée par le groupe du djihad islamique palestinien. L'une des sources a déclaré que l'analyse de l'explosion suggère qu'il s'agit d'une explosion au sol plutôt que d'une frappe aérienne. Et les estimations des morts passent donc de plusieurs centaines selon le gouvernement palestinien à entre 10 et 50 personnes selon un service de renseignement européen. Il nous est donc très difficile d'apporter des informations définitives sur le sujet pour le moment. Bien sûr, on vous tient au courant. Et d'après un communiqué de l'armée israélienne, un plan pour évacuer les 25 000 habitants de la ville de Kiryat Shmona au nord du pays est mis en œuvre. La population sera déplacée dans des maisons d'accueil financées par l'État. Et à propos de l'aide humanitaire, différents pays s'organisent pour son acheminement vers la bande de Gaza depuis l'Égypte. L'ONU supervisera le processus et l'aide sera conditionnée en fonction des agissements du Hamas. Si le groupe terroriste bloque ou s'empare des provisions, une partie de l'aide humanitaire sera stoppée. Et le Venezuela a conclu un accord avec les États-Unis. Les États-Unis ont levé des sanctions qu'ils imposaient au Venezuela en échange de la tenue d'une élection présidentielle en 2024. Cependant, il subsiste une incertitude quant aux candidats autorisés à se présenter à cette élection. De plus, les États-Unis ont demandé la libération des prisonniers politiques et de tous les ressortissants américains détenus de façon injustifiée au Venezuela. Et on passe aux actualités Chine. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Pendant que la guerre sévit au Moyen-Orient, la Russie et la Chine collaborent ensemble. Dans les conditions difficiles actuelles, une coordination étroite de la politique étrangère est particulièrement nécessaire.
C'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous allons discuter de tout cela, y compris de nos relations bilatérales. La rencontre entre Xi et Poutine a porté sur des sujets tels que l'économie, l'interaction politique et le travail conjoint sur des plateformes internationales. Les deux hommes ont également discuté de la situation au Moyen-Orient et en Ukraine. Poutine déclare que les menaces communes ne feront que renforcer la coopération entre Moscou et Pékin. Xi Jinping a salué le renforcement des liens entre la Chine et la Russie, déclarant que le commerce bilatéral avait atteint un niveau record. Et une image rare, à son arrivée à Pékin, Vladimir Poutine a été filmé en compagnie d'officiers militaires avec une mallette nucléaire. La mallette n'est jamais loin de Poutine, mais elle est rarement filmée. À noter que le Parlement russe vient de décider de révoquer l'approbation d'un traité mondial d'interdiction des essais nucléaires. Selon Moscou, cette décision les met sur un pied d'égalité avec Washington. Et en Tanzanie, sur le continent africain, une école très particulière a été mise en place. C'est là que le Parti communiste chinois enseigne aux dirigeants africains son modèle de régime autoritaire. Cette formation est présentée comme une alternative à la démocratie. Des responsables chinois et africains décrivent cette structure comme une aide au développement économique et social du continent, et cela comprend la formation de la prochaine génération de dirigeants. Mais ce plan est fortement axé sur la politique. Les étudiants dans cette école apprennent comment le parti qui dirige un pays peut consolider son pouvoir. En étant basé sur le modèle du Parti communiste chinois, il devrait exercer plus de pouvoir que l'État lui-même ou ses tribunaux. Une équipe d'enseignants chinois de Pékin incarne cette stratégie. L'école a ouvert ses portes l'année dernière. L'école centrale du parti de Pékin a fourni les 40 millions de dollars nécessaires à sa construction. Il convient de noter que cette dernière forme les principaux dirigeants de Pékin. L'école s'inscrit dans le cadre des efforts chinois visant à exporter l'idéologie communiste, à affaiblir l'Occident et à modifier le statu quo sur la scène internationale. Et pendant que les oppositions se dessinent de plus en plus nettement entre des démocraties libérales en déclin et des systèmes autoritaires et sans liberté réelle, il existe peut-être un autre chemin plus bienveillant, plus libre et plus authentique. À nous de l'espérer et de le découvrir. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on reste en Chine pour clore ce journal avec l'histoire de l'empereur Kangxi, qui est connu pour avoir eu le règne le plus long de tous les empereurs chinois, avec une durée de 61 ans. Il a commencé à administrer les affaires de l'État à l'âge de 14 ans. Kangxi a dû faire face à de nombreux défis, notamment l'autoritarisme d'Oboï, qui gouvernait le pays avant l'ascension de Kangxi. Sur le plan culturel, Kangxi était un grand amateur de connaissances, étudiant divers domaines tels que les mathématiques, l'astronomie, la médecine et la calligraphie. Il invitait parfois des missionnaires chrétiens et des érudits occidentaux. Kangxi est considéré comme l'un des empereurs les plus compétents de l'histoire de la Chine, ayant laissé un héritage de paix et de prospérité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En ce qui me concerne, j'aurai le plaisir de vous accueillir lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.